Nous sommes sur Rendez-vous avec saison 2, épisode 2. Ce soir, ce sont les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs qui vous sont présentées dans le cadre donc c'est Rendez-vous avec, c'est préparé par les réseaux focales nord et sud de Sèvres, donc c'est un projet départemental avec nos deux responsables focales, Raphaël Couvreux-Baudouin qui vient de nous rejoindre et Anne de Bois qui ne devrait pas tarder. L'objectif est d'informer et former les référents décrochage, mais plus largement tout personnel des établissements. Donc je remercie Béatrice Gramont et Sonia Renaud. Béatrice Gramont, directrice du CIO de Niort, et Sonia Renaud, directrice de la mission locale Sud de Sèvres. Mesdames, je vous laisse pour une présentation d'une demi-heure, un peu plus si vous le souhaitez. Ensuite, pas d'intervention pendant ce diaporama, mais si possible, gardez vos questions pour la fin où il y aura un quart d'heure de temps d'échange. En attendant, coupez les micros pendant la présentation et bonne présentation et merci encore. Alors, donc je vais commencer. Alors, effectivement, je ne me vois pas à l'écran, mais donc je vais lancer le diaporama. Donc, nous allons présenter Sonia Renaud, donc, comme le précisait Patrick, directrice de la mission locale, et moi-même, donc Béatrice Gramont, directrice du CIO. La plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Alors, puisque dans le cadre du fonctionnement de l'APSRAD, nous sommes les copilotes, hein, donc il y a 2 pilotes sur la plateforme, dans chaque plateforme, et nous sommes donc pilotes au niveau local du fonctionnement de la plateforme. Donc on va vous expliquer un petit peu effectivement en quoi concerne cette plateforme. Alors, je voulais juste revenir sur ce qu'était le terme du décrocheur, parce que souvent on parle d'absentéisme, de décrocheurs, de prévention du décrochage. Donc, excuse-moi Béatrice, on ne voit pas le diaporama, je te le dis. Ah, bah moi je le vois, je suis en train de le faire défiler. Ah, si tu peux... Ici on le voit. Ah oui, mais moi je ne le voyais pas, pardon, excusez-moi. Mince, donc je peux revenir. Oui, pardon. Vous le voyez, les autres Béatrice, je ne le vois pas non plus. Moi je le vois. Bon. Moi je le vois aussi. Ah, compliqué. Bon, il y en a plein qui le voient. Voilà, c'est bon, on le voit, nous. Bon, alors on va pouvoir continuer. Donc revenir, oui, sur la définition d'un décrocheur, en fait. C'est vrai que la définition d'un décrocheur, on est vraiment sur une norme qui est retenue. Hein. Donc le décrocheur, c'est quelqu'un qui a plus de 16 ans, qui a quitté la formation initiale depuis moins d'1 an et qui n'a pas obtenu la qualification ou diplôme en cours d'année ou après échec à l'examen. Donc il y a une définition vraiment du décrochage. Hein, on parle de décrocheur selon la réglementation, on va dire, sur un élève qui a plus de 16 ans. En dessous de 16 ans, parce qu'effectivement, les signes de décrochage peuvent apparaître, en tout cas de désintérêt pour une scolarité avant, on parle d'absentéisme, et là on a des cellules d'absentéisme, on se réunit à l'inspection académique, hein, avec les services MLDS, social et puis scolaire, tout ce qui est affectation aussi scolaire, pour parler justement de toutes les situations d'absentéisme qui sont remontées par les établissements scolaires. Voilà, donc quand on parle d'un décrocheur, on est sur un plus de 16 ans. La caractéristique, c'est qu'effectivement, c'est une rupture, même s'il a 16 ans, c'est une rupture qui a été amorcée plus en amont. Il y a un cumul effectivement de problématiques. Et en général, il y a une défiance vis-à-vis de l'école, mais parfois aussi toute formation. Donc le décrochage, en fait, c'est une succession de combinaisons de ruptures tout au long de la scolarité de l'élève, depuis l'école primaire jusqu'à l'abandon scolaire. C'est un processus effectivement qui va conduire chaque année pas mal de jeunes à quitter le système de la formation initiale. Et
On parle de processus parce que c'est vraiment la conséquence d'un désintérêt progressif de l'élève pour l'école ou pour une formation qui va se mettre en place petit à petit et qui prend ses origines des fois très tôt en fait dans le parcours scolaire. Donc vous devez connaître effectivement ce qu'on appelle la roue du décrochage. Donc la roue du décrochage en fait elle illustre en fait toute cette complexité et puis la multiplicité des processus qui peuvent amener au décrochage scolaire. C'est vraiment, on voit, il y a des facteurs externes là qui sont en orange un petit peu, et puis des facteurs internes en bleu. Et c'est tout ce processus qui va effectivement mettre en lumière la très grande variété de cas et d'histoires personnelles en fait des décrocheurs. Là, on parle d'une situation, on donne un exemple, c'est effectivement Paul qui rencontre des difficultés scolaires. Il arrive au niveau du décrochage, il est effectivement orienté en CAP, il voulait faire une première plutôt générale. Il va décrocher dès la première année, mais en amont, on voit qu'effectivement, il y avait des difficultés sociales, le travail à la maison était difficile à réaliser. Et puis, si on remonte encore à la 6e, il y avait les difficultés scolaires qui commençaient effectivement à pointer leur nez à ce moment-là. Donc, il peut y avoir des questions de santé, des questions aussi. Alors, c'est ça, c'est issu d'études sur beaucoup de parcours, en tout cas d'élèves décrocheurs, qui ont permis de déterminer en fait ces facteurs et toutes ces interactions qui sont très complexes. Donc, ça va être effectivement le climat scolaire aussi, avoir à un moment donné redoublement, même si maintenant effectivement de moins en moins parce qu'on sait que ça ne permet pas à l'élève de progresser. L'orientation aussi, le décrochage cognitif, c'est-à-dire effectivement d'avoir du mal à s'engager dans les apprentissages. Et puis on a déterminé des facteurs externes au système scolaire sur lesquels il n'y a pas forcément des fois de moyens d'agir, en tout cas en tant que tel pour l'école, la catégorie socio-professionnelle des familles, la structure familiale, la santé. Et dans le contexte actuel où on sort effectivement d'une pandémie, vous savez qu'effectivement les élèves sont en difficulté, en souffrance, on parle de mal-être et beaucoup d'accompagnements effectivement vont se mettre en place pour aider les élèves à retrouver en tout cas un engagement aussi dans les apprentissages. Donc voilà, donc c'est un processus qui se développe tout au long de la scolarité de l'élève et parler plutôt d'élèves qui sont en situation de décrochage, ça permet justement de ne pas réduire un jeune à un moment de son parcours, de dire qu'il est décrocheur, il est plutôt dans une situation à ce moment-là où il est en décrochage et voilà, il va pouvoir en fait être accompagné et qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé dans cette situation-là. Alors, est-ce que c'est un problème? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, il y a des élèves qui décrochent ou qui ont moins de qualifications, voilà. Alors, c'est un problème parce qu'effectivement, on sait que la faible qualification, ça entraîne des difficultés d'insertion, une forte précarité, et puis, évidemment, renforcée par la crise, quand on a une crise économique, et puis aussi, bien sûr, une crise comme on peut avoir pandémique, où là, il y a d'autres facteurs, effectivement, qui vont peut-être que l'élève va se désengager en tout cas de sa formation. Alors, sur la lutte contre le décrochage en fait en France, alors il y a un certain nombre de textes, ça vous les connaissez, je pense, et on pourra vous donner de toute façon la liste des textes qui encadrent tout ça. Mais c'est une action interministérielle. On verra qu'il y a plusieurs ministères, effectivement, dont aussi le ministère de l'Agriculture, qui s'empare de cette question. Et on va axer sur la prévention et le repérage. Puisque le décrochage scolaire, c'est vraiment un enjeu humain, comme on disait précédemment. Et le préjudice, on sait, psychologique du décrochage est important en termes d'estime de soi, dans sa vie adulte et souvent de qualité de vie. Et c'est évidemment un enjeu social et économique majeur, et c'est un enjeu aussi européen. Donc l'objectif dans le repérage, alors je ne détaille pas tous les textes ministériels,
Mais l'objectif, en tout cas, de tous ces plans qu'on entend, un jeune, une solution, le plan pauvreté, c'est effectivement être plus efficace face au décrochage. Donc, pour être plus efficace face au décrochage, on a effectivement l'idée de repérer plus efficacement. Donc, je vais rapidement décrire l'outil, le système interministériel d'échange d'informations, et l'APSAD, donc sujet du jour, les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Mais c'est aussi partager les cultures professionnelles, avoir une meilleure connaissance aussi de l'offre de services des partenaires, de ce qui existe sur le territoire, et de coordonner aussi toute cette prise en charge des situations des jeunes, quelles qu'elles soient. Alors, premier outil, on va dire rapidement, le SIUI, Système interministériel d'échange d'informations. Donc, au niveau national, en fait, on croise des listes, on croise des bases de listes d'élèves qu'on appelle les jeunes perdus de vue. C'est ce qu'on appelle, nous, nos listes RIO. Donc, c'est des croisements de bases de données du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires, agriculture, CFA, l'emploi. Et donc, ces listes sont reçues en fait par l'APSAD, on va dire, la STI, qui va travailler, qui va enquêter sur ces listes de perdus de vue pour ensuite les prendre en charge. Alors là, je vous dis au niveau des enquêtes, parce que en fait, ce SIEI qui est un croisement de bases de données et qui justement est issu pour les établissements scolaires dans l'éducation nationale, du repérage et du signalement que vous faites en fait des élèves, soit par l'application décrochage dans l'application, mais surtout dans la base élève, quand vous indiquez effectivement que l'élève est parti ou a démissionné. Donc à partir de là, toutes ces données remontent et sont croisées, on a vu, avec les différents ministères, les données des CFA aussi, les données de l'agriculture, et on redescend une liste avec un certain nombre de jeunes qui sont censés être perdus de vue sans solution. Donc on a deux catégories de jeunes. On a le décrochage scolaire, donc les élèves de plus de 16 ans, on en a parlé, qui étaient scolarisés au moment du constat de rentrée ou durant l'année scolaire, mais qui ne sont plus dans l'année en cours et qui n'ont pas obtenu, on a dit, leur diplôme de fin de cursus. Pour l'obligation de formation, donc je laisserai ma collègue Sonia Renaud, la directrice de la mission locale, parler de l'obligation de formation, puisque c'est la nouveauté qui vient s'ajouter, on va dire, à l'obligation scolaire, c'est que les jeunes relevant de l'obligation de formation, donc les jeunes diplômés de 16 à 18 ans, ni en emploi, ni en formation. Donc, on peut dire, pour résumer, même si c'est un petit peu, un peu plus peut-être large que ça, on a deux types de publics avec deux objectifs. On a en fait les jeunes qui, on peut dire, qui sont en voie de décrochage, comme on disait plus tôt dans cette particularité, ils sont en voie de décrochage. Ils sont scolarisés encore, mais ils montrent des signes de rupture. Donc, l'objectif, c'est quand même de les maintenir en formation, donc par un accompagnement au sein de l'établissement. Donc de remobilisation, de préparation éventuellement d'une réorientation. Donc là intervient le GPDS que vous connaissez bien, donc les référents décrocheurs qui effectivement participent au GPDS. Et puis, on va dire plutôt de manière schématique, les décrochés qui, eux, sont sortis de l'école sans diplôme ou des apprentis en rupture de contrat. Donc là, ça va être le rôle de l'APSAD. L'objectif, c'est quand même de les ramener en formation par la mobilisation de dispositifs, donc formation initiale ou non initiale, ou des dispositifs de raccrochage, donc scolaires ou non scolaires. Donc tous les dispositifs aussi dont vous entendez parler, Promo 7-8, un certain nombre de... voilà. Donc un nouvel enjeu, effectivement, l'obligation de formation 16-18, qui, en fait, dans les situations possibles, j'entends un bruit de fond, un micro. Voilà. Donc, dans les situations possibles, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Oui, parce que j'ai du mal à parler sur le... Voilà. Dans les situations possibles, ce qui est un petit peu nouveau, effectivement, c'est qu'on en disait, voilà, on a le décrochage scolaire, les décrocheurs. Les décrocheurs qui relèvent de l'obligation de formation, donc c'est ceux, effectivement, qui
sont diplômés, c'est un petit peu ça la nouveauté, ils sont diplômés, mais ils ont un diplôme qui ne leur permettent pas une bonne insertion professionnelle, ou des débouchés, en tout cas des débouchés dans le secteur économique qui, ils sont toujours, malgré leur diplôme, en recherche d'emploi ou ils n'ont pas pu accéder à une formation supérieure. Et puis, l'obligation de formation, donc qui relève de l'obligation de formation les 16-18 ans. Donc là, on y reviendra plus tard. Alors, la deuxième, on disait effectivement être plus efficace par rapport au repérage. Donc, on a le système SUI et on a la deuxième partie, les PSAD. Donc, pour résumer, on a un système de base, élèves, sur lesquels il y a un gros travail d'enquête à faire et on sollicite en général les établissements scolaires pour vous demander, dans l'extraction de ces listes, si vous connaissez les élèves, si vous connaissez les situations. Et ensuite, il y a un travail effectivement de renseignement de ces bases. Donc, c'est un gros travail administratif où il faut effectivement renseigner ces bases pour en finalité arriver à une toute petite proportion de vrais décrocheurs, de vrais perdus de vue. Donc c'est ceux-là que la PSAD va prendre en charge, plus tous ceux qui vont en cours d'année être signalés par les partenaires, les établissements scolaires, la mission locale via la PSAD, on va voir technique, et qui sont pris en charge, au fil de l'eau par la PSAD. Donc le fonctionnement des PSAD, dans chaque territoire, il y a une convention qui a été signée entre l'État et la région, pour nous en juillet 2021. Et avec l'arrivée effectivement de l'obligation de formation, dont le contrôle est assuré par les missions locales, les CIO ne contrôlent pas l'obligation de formation, les PSAD se réorganisent dans leur fonctionnement. Donc, avec cette nouvelle obligation de formation, c'est vrai que toute structure, normalement, ayant repéré un jeune qui relève de l'obligation de formation, qui va accueillir un jeune qui se présente spontanément dans sa structure, ça peut être aussi des structures associatives, ça peut être communauté d'agglomération, toute structure en fait qui à un moment donné, des éducateurs aussi, doit avoir en tête qu'effectivement un jeune qui est entre 16 et 18 ans, qui n'est pas en formation, qui a un diplôme qui ne lui permette pas de s'insérer professionnellement, il doit effectivement spontanément l'orienter vers la mission locale ou vers le CIO dont il dépend, pour une prise en charge et un premier repérage, accueil du jeune. Rapidement, les grandes étapes du fonctionnement de la PSAD, c'est effectivement, il y a un repérage ou accueil de jeunes. Le repérage, comme on disait, c'est ou le signalement des acteurs, je viens d'en parler, ou ces fameux listes Rio. Ensuite, effectivement, la PSAD va prendre contact avec le jeune, il y a une préparation, mode de contact, etc., prise de contact, un entretien de situation avec l'un des deux structures CIO mission locale, une analyse, un bilan de positionnement ou de compétences quand c'est nécessaire, de la situation du jeune, et ensuite pour arriver vers un accompagnement. Donc soit un engagement dans un parcours et une recherche de solutions, proposition de solutions. Donc dans tout type de solution, on a effectivement un outil qui nous permet aussi des fiches de liaison, de partager ensemble les informations recueillies lors de l'entretien. Et ensuite, on va aussi suivre le jeune dans le cadre de son parcours. Alors, le petit drapeau vert, je pense que Sonia Renaud vous expliquera dans l'obligation de formation. Alors, ces petits, dans les listes Rio, on a 3 couleurs qui nous permettent effectivement de voir si les jeunes remplissent leur obligation de formation, donc c'est vert, orange, ne le remplissent pas. Enfin, ils sont en cours, il faut les contacter, ils sont en cours d'accompagnement. Et les rouges ne le remplissent pas du tout, c'est-à-dire ils sont sans solution et dans aucun dispositif d'accompagnement. Donc la fin du parcours, c'est quand on a mis en œuvre une solution trouvée pour le jeune. Retour en formation scolaire, apprentissage, accompagnement, dispositifs, différents dispositifs, notamment mission locale. Voilà les grandes étapes. Alors, ces missions, c'est, comme on disait, repérer les jeunes, les accompagner, s'assurer que chaque jeune est identifié,
et que ses besoins, voilà, comme son projet, sont analysés, ses acquis reconnus, donc repartir dans un parcours de formation. Mais c'est aussi partager, connaître l'offre de service de chacun des partenaires. Le travail de l'APSAT, c'est aussi de recenser, de cartographier en fait tout ce qui peut exister comme dispositif, offre de formation pour accompagner ces jeunes, et partager aussi nos cultures professionnelles au sein de l'APSAT, où on est issus effectivement acteurs avec des missions différentes de par notre profession, mais aussi de par notre tutelle également. Et un travail important de coordination de la prise en charge aussi des jeunes, comme je vous montrais dans le schéma. Le rôle d'EPSAD, c'est organiser une prise en charge des jeunes décrocheurs plus rapide et mieux coordonnée. L'objectif, c'est d'arriver effectivement à améliorer notre fonctionnement et surtout le repérage, en tout cas, de par les partenaires extérieurs vers l'APSAT pour une prise en charge le plus rapide possible. Mettre en commun aussi nos informations pour assurer un repérage de ces jeunes, et rechercher aussi les meilleures conditions pour accompagner le retour dans une formation. Le rôle aussi de l'APSAT, c'est de réaliser un diagnostic territorial sur les forces et faiblesses existantes et définir des objectifs de progrès. Donc on doit effectivement faire une analyse du fonctionnement du territoire, qualifier, on va dire, quantitativement, mais aussi qualitativement les types, on va dire, de situations de décrochage, pour agir en fait après en amont et proposer, est-ce que c'est plus des élèves issus du lycée professionnel et sur quel type de niveau, CAP, voilà, pour effectivement mettre en place ensuite des actions de prévention bien sûr, et puis avoir une visibilité aussi sur le territoire. Alors, l'APSAT Sud, en pratique, notre fonctionnement en fait sur l'APSAT Sud de Sèvres, il y a une organisation en 2 temps. Donc on fait des PSAT, ce qu'on appelle des PSAT techniques, des études de situation individuelle. Donc je disais, on utilise un outil de communication collaboratif qui est pourtant pour l'instant une fiche dématérialisée, où les conseillers mission locale, les conseillers, les psy-EN, psychologues de l'éducation nationale du CIO, remplissent quand ils reçoivent un jeune cet entretien qui est partagé. Et puis on peut effectivement l'ouvrir à d'autres partenaires extérieurs. La MLDS aussi peut saisir effectivement des entretiens. Ça peut être ouvert, c'est une discussion possible avec les référents, pour les référents décrocheurs. Et puis, pour des partenaires comme les MFR, on va ouvrir effectivement aussi, l'idée dans le développement, c'est que les MFR aussi nous signalent les situations le plus rapidement possible d'arrêt de formation. Et une réunion plus institutionnelle où on invite justement les partenaires et on articule aussi l'action de notre plateforme. Donc le lieu, c'est le CIO ou la mission locale. Ah, alors là, mon diapo ne passe plus. Alors, j'en arrive à l'obligation de formation. Alors, attends, j'ai une petite diapo qui ne passe pas. Donc, apparemment, j'ai une diapo qui ne passe pas. Alors, j'en arrive à l'obligation de formation, et puis je vais peut-être laisser donc la parole à Sonia Renaud. Donc, en fait, pour expliquer un petit peu, parce que c'est un peu le cœur quand même de c'est notre public cible, les 16-18 ans. Et donc, ce qui est nouveau aussi dans l'obligation de formation, c'est qu'il appartient vraiment à toute structure qui a repéré un jeune qui relève de l'obligation de formation, ou qui a accueilli un jeune qui vient se présenter spontanément dans sa structure. Ça peut être Pôle emploi aussi, sur l'accueil des jeunes. Ça peut être, comme je dis, une association de quartier, par exemple, de l'orienter vers l'APSAD, puisque c'est un jeune qui, effectivement, est sans solution, soumis à l'obligation de formation, et donc l'APSAD va le prendre en charge pour, effectivement, continuer, lui faire une proposition, en tout cas, d'accompagnement ou de retour en formation, et continuer à remobiliser en fait le jeune, et à ne pas le perdre de vue,
puisque on accompagne aussi, on continue l'accompagnement et on vérifie aussi que le jeune est bien dans son cycle de formation jusqu'à ses 18 ans, en tout cas à minima, et ne quitte pas sa formation. Voilà, donc Sonia, je te laisse la parole sur vous avez peut-être dû voir donc la campagne un petit peu de communication par rapport à l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans qui n'ont pas d'école, pas de formation, pas d'emploi, avec la possibilité de continuer d'appeler un numéro vert les appels sont justement redispatchés ensuite vers la PSAD pour la prise en charge de ces jeunes. Béatrice, je ne vois pas ton diaporama depuis le début de la présentation, mais c'est pas grave, je le suis en parallèle. Bonjour à tous, je m'appelle Sonia Renaud, je suis directrice de la mission locale Sud de Sèvres. À ce titre-là, Béatrice vous l'a dit, je suis copilote de la PSAD. Il existe l'équivalent côté nord et 3 missions locales qui interviennent, donc je me permets de présenter un travail qui est commun, en fait, qui est unique pour nos structures. Sur le Sud, on travaille bien avec l'éducation nationale depuis plusieurs années, y compris sur le thème du décrochage. Des représentants de la mission locale sont intégrés notamment au GPDS. Et depuis l'année 2020, on est en charge d'accompagner, de suivre ces obligations de formation. Donc vous l'avez compris, l'obligation de formation, c'est un petit peu plus large que le décrochage, puisque ça va pouvoir concerner des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui sont en situation de n'être ni scolarisés ni en emploi. Ça fait 5 minutes que je parle, mais personne ne m'entend. Si, moi je t'entends très bien. Mon micro est apparu coupé tout d'un coup. Pardon, excusez-moi. Donc, je vous disais, 16-18 ans pour l'obligation de formation, le jeune peut être sorti diplômé. Il peut avoir terminé, par exemple, son parcours en lycée professionnel, quitter la formation avant ses 18 ans. À partir du moment où il n'est pas en emploi, il relèvera de l'obligation de formation. Là, votre rôle va être particulièrement important parce que Béatrice vous expliquait tout ce process de repérage qui passe à la fois par les remontées de nos systèmes d'information grâce à ce que vous allez saisir dans les bases élèves, mais dans les faits, on voit que ce sont des opérations qui présentent une certaine complexité, voire qui prennent un petit peu de temps, et donc il y a moyen d'orienter, de signaler plus rapidement ces jeunes pour qu'ils soient accompagnés. Béatrice a quand même présenté beaucoup d'éléments concrets. En tout cas, le travail du côté de la mission locale partagée avec le CIO, ça va être du coup d'identifier la réalité des situations de tous les jeunes qui y auront été repérés. Sont-ils en solution ou pas? Et être en solution, c'est une vision qui est plus large qu'une scolarité éducation nationale. C'est même un peu plus large qu'une formation, puisque les jeunes qui sont en accompagnement par un acteur du service public de l'emploi, c'est-à-dire la mission locale, les pôles emploi ou Cap emploi, sont considérés comme respectant leur obligation de formation. Donc à partir d'un moment où un jeune est repéré comme étant sous obligation de formation et sans solution, sa situation va être examinée sur des PSAD techniques. On se réunit du coup en incluant les psy-EN du CIO, FOCAL, la MLDS, la Chambre des métiers et de l'artisanat, des représentants de l'agriculture, et on va passer une à une les situations, d'une part pour s'assurer qu'on a bien les bonnes informations concernant le jeune, et pour voir comment on va pouvoir réenclencher avec lui une orientation. Priorité étant un retour en formation initiale pour ceux qui ne sont pas diplômés. La priorité, c'est avant tout de trouver le bon parcours, et pour ça, on a vraiment une palette d'outils très très large. Ça peut être un accompagnement mission locale, ça veut dire que nous, on va mettre aussi nos outils d'accompagnement au service de ces jeunes. Je pense à 2 dispositifs dont vous allez peut-être un petit peu entendre parler ces prochains temps. On a notre accompagnement habituel qui s'appelle le PACEA, qui est une façon de contractualiser un plan d'action avec les jeunes. Et puis, tout nouveau, tout beau, le contrat engagement jeune qui est à l'œuvre depuis le 1er mars dernier, qui est un accompagnement renforcé des jeunes
Ils s'engagent à se mettre en action 15 à 20 heures par mois et sous réserve de ressources, les mineurs peuvent toucher une allocation jusqu'à 200 € par mois. Donc c'est tout un enjeu d'articuler ces différents dispositifs dans un parcours progressif pour les jeunes. Pour autant, il arrive qu'on ne parvienne pas à renouer avec eux et à partir de ce moment-là, il est du ressort des missions locales d'en alerter le conseil départemental. Aujourd'hui, notre conseil départemental va avoir une oreille attentive sur ces situations pour voir s'il relève d'un signalement. Juste, Sonia, excuse-moi, on nous signale, et moi aussi c'est le cas, qu'on ne voit plus le diaporama. Donc je le dis. J'ai pas la main dessus. Oui, je sais, c'est pas toi. Oui, enfin, le partage plus. Je pense que vu que le diaporama n'avait pas trop bougé, il s'est arrêté de lui-même, donc il faut le relancer, je pense. Voilà. Excuse-moi. Béatrice, tu peux essayer de le remettre en... Oui. En fait, c'était simplement une diapo sur l'explication justement de ce que tu dis. L'obligation de formation. L'obligation de formation, mais voilà, je veux bien le relancer, mais il y a le flyer qui explique le contrôle, plus plus le fonctionnement. Je pense que tu l'expliques oralement. Je veux bien vous le remettre, mais c'est juste la diapo. Désolée du coup de ne pas avoir le support visuel. J'espère que mes explications orales sont suffisamment structurées pour être claires pour vous. Donc voilà, on vous a parlé dans les grandes lignes de l'obligation de formation qui est autant une obligation pour nous de trouver tous les moyens possibles pour accompagner les jeunes dans un parcours personnalisé que l'obligation pour le jeune de se remettre en mouvement si jamais entre 16 et 18 ans il est ni en emploi ni en formation. Béatrice, je te laisse peut-être reprendre la main pour finir. Béatrice, ton micro est coupé. Béatrice, ton micro est coupé. Ah. Je crois que Béatrice, son micro est coupé. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon là. Donc, oui. Par contre, j'ai coupé le diaporama puisqu'on ne peut plus le partager. Voilà, peut-être répondre à vos questions. C'est vrai que sur le fonctionnement, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme le disait Sonia, c'est vraiment multi-partenaires, hein, il y a énormément il peut y avoir énormément de partenaires, d'associations qui gravitent en fait autour de la PSAD. C'est vrai que je pense que vraiment les référents décrocheurs ont un rôle important à jouer sur le repérage. Alors, le repérage est fait de toute façon au sein des établissements scolaires, comme on le disait. Il y a d'un côté les cellules de veille, il y a aussi les GPDS dans lesquels il y a un multi-regard, des regards croisés, hein, que ce soit entre personnels sociaux, de santé et les PsyEN et la MLDS. Donc il y a déjà un regard croisé et une prise en charge des jeunes sur le cas de la prévention. Mais c'est vrai que le rôle vraiment est important parce qu'il faut penser que la réactivité, en tout cas de l'accompagnement qu'on peut proposer au sein de l'APSAD avec les différents acteurs qui sont présents, c'est aussi permettre aux jeunes de ne pas être trop dans un décrochage en fait qui va dans une période de décrochage qui va pouvoir perdurer et parfois bon il y a quand même certaines situations qu'on recontacte et qui sont restées un petit peu comme ça en errance pendant quelques mois parce que pas vraiment démissionnés du lycée ou alors ils ont commencé une formation, ils sont partis en cours d'année, donc où ils n'étaient pas présents à la rentrée. Voilà, donc c'est vrai que notre rôle, c'est déjà de définir un petit peu, et on travaille en ce sens aussi avec Patrick Delaunay dans le cadre de Focal sur le qui fait quoi, qui prend en charge le jeune selon sa situation, quelle est la structure qu'il prend en charge. Et l'APSAD, qui est comme vous voyez une instance, un multi-partenaire, je pense que vous êtes en contact vraiment avec les élèves, avec les jeunes, et vous avez vraiment un rôle à jouer, en tout cas pour signaler auprès de la plateforme ces jeunes qui ne viennent plus
en formation et à qui on pourrait proposer d'autres modalités en fait de formation qui leur conviendraient peut-être mieux à ce moment-là, en sachant que des allers-retours sont toujours possibles aussi entre ça vous le savez, hein, apprentissage, retour en initial, voilà. Mais je pense que la prise en charge rapide, nous on le voit quand on recontacte des jeunes, puisqu'on suit, donc on recontacte aussi des jeunes, eh bien ils sont très intéressés parfois, assez souvent, hein, pour venir en tout cas faire un entretien avec un psy-EN au CIO ou avec un conseiller mission locale parce qu'ils sont sans solution et voilà, ils ont envie de refaire le point et de repartir sur un autre projet. Ok, merci Béatrice, merci Sonia. Là, on se donne alors 10 minutes de questions-réponses pour même un quart d'heure s'il y en a qui veulent rester un peu plus longtemps. Maximum, on essaye de faire un format, je vous rappelle, assez court pour que chacun puisse profiter quand même de sa soirée. Moi, pour démarrer, je démarre toujours par la première question. Est-ce que vous pouvez me faire un rappel des chiffres, ce que ça représente en nombre, et au final, après avoir contacté tous les jeunes, le nombre de jeunes effectivement non accompagnés sur le département? Pas précisément des grandes masses, bien sûr, parce que ça change, ça varie beaucoup. Sonia, ou non, je réponds peut-être. Vas-y, toi, sur le repérage, puis moi, je pourrais te dire après sur l'accompagnement côté mission locale. Oui. Sur alors ce qu'on appelle nous les listes Rio, en général on est autour, alors sur le département, hein, on en parlait tout à l'heure sur une autre réunion, on est environ sur 900 situations, donc à peu près sur le sud, sur les premières campagnes, on va être sur 450, y compris l'obligation de formation. Sur l'obligation de formation, on devrait être autour de 200 sur la première campagne. Et en finalité, une fois qu'on a tout ce travail d'enquête qui est extrêmement long, de demander aux établissements le renseignement des listes, croiser les listes, eh bien on arrive à une petite cinquantaine de jeunes et encore la moitié, puisque souvent quand on les recontacte oralement, ils ont des solutions. Donc c'est vraiment parfois, mais quelques situations, entre une vingtaine de situations, qui sont, là je parle essentiellement des listes du système interministériel de repérage, où nous, on a notre travail aussi, c'est de renseigner ce système pour dire, mais non, mais ces jeunes-là, ils sont déjà en solution, et il nous faut exactement quel type de solution, où et quel diplôme ils préparent, ou quelle formation, dans quel type d'accompagnement ils sont. Après, le travail réel, le travail qui est plus en continu, c'est le travail de la coordination locale décrochage, où là, on en a parlé tout à l'heure, c'est les partenaires de la PSAD technique se réunissent régulièrement et croisent leur situation. Donc il y a le CIO, il y a la MLDS, il y a la mission locale, il peut y avoir également maintenant, il y a le CFA qui est présent. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres partenaires. Donc, l'idée, c'est vraiment toutes les situations de jeunes qui sont partis des formations et qui sont donc étudiées dans la PSAD technique avec des propositions, des préconisations, en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment pour nous, la PSAD, en réalité, quand les listes redescendent, un gros quand même, des situations, un nombre important de situations, mais pour en finalité très très peu de vrais, ce qu'on appelle les vrais décrocheurs, qui sont parfois injoignables, mais qui sont une toute petite partie de ce chiffre assez important en fait qu'on a au départ. Et pour préciser, du coup, nous, mission locale, on arrive, le travail d'appurement des listes a été bien avancé par le CIO. On se retrouve dans nos radars avec à peu près 210 jeunes mineurs pour lesquels on s'assure que l'obligation de formation est bien respectée. À la date là, de la fin de semaine dernière, c'était 85 jeunes qui respectaient leur obligation de formation dans le cadre d'un accompagnement mission locale, à peu près la moitié. Et je vous dirais une vingtaine de jeunes avec qui les relations
sont perlés, voire perdus de vue ou jamais initiés, et pour lesquels il faut qu'on trouve des solutions de remobilisation pour qu'ils se mettent en conformité du coup avec cette obligation. Alors nous avons une question dans le texte, je vais la lire. Quid des jeunes de 15 ans et demi, une élève partie en seconde pro, puis en MFR, qui a démissionné des deux structures et revient en redoublement de troisième, alors qu'elle a validé son DMB avec mention et qu'elle se retrouve en situation de décrochage, phobie scolaire, et un autre jeune passé par 2 ans en MFR et qui vient de s'en faire exclure. C'est plutôt toi, hein, les 15 et demi. Et voilà, c'est plutôt, là pour le coup, c'est pas la plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs, effectivement. Depuis cette année, c'est la MLDS qui s'occupe des parcours et du suivi des jeunes de 15 à 16 ans. Donc là, on travaille avec l'affectation, puisque ce sont des jeunes en obligation scolaire, hein. La définition a bien été rappelée en début de présentation. Ils ne sont pas en décrochage, mais en déscolarisation. Donc là, ils sont en obligation de scolarité et pas en obligation de formation. Et là, c'est le service des élèves, l'affectation, et si on peut aménager à partir de là des parcours. Pour le département, la MLDS accompagne la formulation alors pour des jeunes de 15 ans, de PAFI, parcours aménagé de formation initiale. Anne Debois avait fait une présentation l'an dernier dans le cadre des rendez-vous avec, que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne MLDS de Sèvres. Ces parcours aménagés de formation initiale peuvent permettre à un jeune une inscription appui, on va dire, dans un établissement scolaire pour être en immersion dans un autre établissement, voire un parcours aussi de soins ou autre. Je vois Anne qui se branche si elle a des choses à rajouter. Non, rien de particulier, mais effectivement, c'est un outil qu'on peut utiliser pour éviter le décrochage, c'est-à-dire lui proposer un aménagement de scolarité tout en ayant des perspectives de trouver des lieux de réussite en tout cas. Voilà, après, la jeune qui a passé en seconde pro, puis en MFR, puis qui revient en troisième, je crois qu'on en a accueilli une. Alors bon, quand j'étais au lycée du Haut-Val-de-Sèvres, là, bon, je m'en aille, on en a accueilli une comme ça, effectivement, qui arrive en troisième prépa métier, mais pour des raisons très personnelles, elle est en famille d'accueil, enfin bref. Donc après, c'est vraiment du cas par cas et ça se tisse au petit point en fait, avec les familles et avec les jeunes, parce que les familles doivent être absolument impliquées dans le PAFI. Un PAFI ne fonctionne pas si la famille n'est pas partie prenante. Un point important aussi, je pense, par rapport à la durée, d'après ce que je comprends, il faudrait regarder les dates précisément. Là, faire une étude de cas sur un programme aussi court, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on se retrouve sur des profils, je disais, mention très bien au brevet, et après un parcours un peu chaotique. C'est ce qu'on a pour pas mal de jeunes en situation psychologique fragile depuis le confinement d'il y a 2 ans et demi maintenant. On a des jeunes qui ont eu un très bon brevet, une très bonne réussite au brevet et une seconde très compliquée, puisqu'ils n'ont pas fini leur collège en tant que tel. Ça n'a pas été marqué par un épisode. Et là, on les retrouve en première, très fragilisés. Sur les groupes de prévention du décrochage scolaire, on remarque vraiment un public plutôt à l'aise au collège et qui se retrouve très fragilisé, beaucoup en enseignement général. Voilà. Et juste, puisque je parlais de GPDS, Sonia, il y a aussi la mission locale qui participe dans le Nord, particulièrement à Parthenay aussi, où il y a eu la mission locale qui est invitée dans les établissements. Donc, il participe dans le Sud aussi, hein. Oui, dans le Sud, elle l'a signalé, Sonia, c'est pour ça Oui. Voilà, et Raphaël le confirme. Non, mais c'était pour. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est née du Sud et de la volonté de deux chefs d'établissement à l'époque, et après qui avait continué à Parthenay. Voilà. Et c'est précieux parce qu'on est sur cette question des frontières. Hein. Les jeunes, ils ne changent pas fondamentalement entre leurs 15 ans et demi et leurs 16 ans, mais nous, on va pouvoir intervenir à partir des 16 ans. Des situations qui sont déjà connues, déjà dans le système et sur lesquelles on peut partager pour qu'il y ait de la continuité, c'est vraiment essentiel pour la qualité du travail collectif. Et justement, pour les collègues de collège, parce que c'est souvent une problématique de collège, ce que j'entends,
Il y a certains collèges qui créent des GPDS en parallèle de leur cellule de veille. Alors, moins de GPDS qu'en lycée, mais au moins un en repérage, on va dire hivernal, sur novembre-décembre, et puis un après avant l'orientation. Pour ces jeunes, justement, qui ont un suivi un peu spécifique, qui ont eu un parcours un peu chaotique, on a deux collèges pour l'instant dans le département qu'on crée des GPDS. Donc ils s'occupent que de la déscolarisation. Pour le coup, on va dire que c'est des groupes de prévention du décrochage vraiment en amont, justement pour faire le lien après avec des partenaires ou des solutions externalisées, voire mettre en place du soin ou de la reconnaissance de handicap. Parce que ça, c'est des choses quand même qui sont très prégnantes et qui sont des facteurs de décrochage ou de déscolarisation. Je voulais juste ajouter, justement, Patrice, que tu parles des cellules de veille, je pense que l'essentiel, c'est effectivement que chaque établissement puisse mettre en place une cellule de veille. Il n'y en a pas encore partout, avec la présence quand même du personnel qui intervient en cellule de veille, les psychologues de l'éducation nationale, les services sociaux, les services santé. C'est essentiel d'avoir ce regard croisé. Comme on voyait, les causes du décrochage, elles sont multiples. Et voilà, ces professionnels qui sont chacun dans leur partie, ont des compétences dans le secteur social santé ou dans la psychologie, effectivement, c'est ces regards croisés qui permettent aussi d'accompagner le jeune, et c'est essentiel d'avoir la présence, en tout cas des trois personnels, voilà, même si, comme vous le savez, les PsyEN ont au moins 3 établissements en charge, et que c'est pas toujours simple d'organiser les emplois du temps, voilà, mais c'est essentiel en tout cas d'avoir leur regard et leur expertise, puisqu'ils sont missionnés en tout cas aussi maintenant dans le cadre de notamment du harcèlement, de la prévention au suicide, donc ils sont missionnés sur l'accompagnement des jeunes, en tout cas sur la question du bien-être, on va dire, pour positiver des adolescents. Alors pour répondre à la question, il y a deux préfigurations, pour être précis, de GPDS. Enfin, un qui avait plutôt bien fonctionné, c'est celui au collège de Janzay à Niort. Et à Celles-sur-Belle, c'est une préfiguration parce qu'eux on fait un peu à l'envers, entre guillemets, mais en bien. Ils ont mis en place un SAS, donc une structure d'accueil et de soutien, avant de mettre en place un GPDS. Et nous sommes intervenus avec mon collègue du Sud, là justement, pour voir comment les dispositifs pouvaient s'imbriquer comme dans un lycée. Alors le but étant pas de créer une usine à gaz, mais de coordonner des choses qui existent déjà, souvent avec j'allais pas dire du bon sens parce que c'est pas le bon terme, mais avec du mieux vivre les choses, et pas cantonner le décrochage à quelque chose d'obscur. Moi, on va bientôt terminer. Il y a un point quand même sur les PSAD, ça a été dit par les deux intervenantes, c'est le lieu du partenariat. Ça veut dire que je crois que c'est le seul acte de partenariat sur le décrochage, c'est quelque chose de formalisé, de très solennel dans sa forme, puisque tout le monde chapeaute tout ça. La région, le préfet, la préfète de région. Enfin, c'est vrai que c'est très solennel, mais sur le terrain, c'est très pratique. Et cette obligation de partenariat, en fait, est très profitable. Alors, le Sud de Sèvres avait cette habitude ancrée en lui, ça c'est clair, mais je pense que ça aide dans pas mal de départements. Alors, ça existe depuis 2011, les PSAD. C'est quand même, ça a plus de 10 ans. Et on voit que ça a encore, alors avec différents soubresauts, et ça a encore du mal parfois à être compris ou installé, alors que sur le terrain, il y a beaucoup de choses de fait en termes de structure. Est-ce que vous avez à compléter? Il reste 2 minutes. Est-ce que peut-être nos référentes décrochage veulent conclure? Ah, mais Anne, t'as coupé ton micro. Voilà, donc je le remets. En fait, ce rendez-vous avec est aussi intéressant pour tous les secrétaires de lycée en particulier, mais de collège aussi, qui ont à faire des remontées SEII et pour lesquelles ce sera plus clair. L'utilité de ces remontées sera, à mon avis, plus claire après cette intervention. Voilà. Parce que parfois, elles râlent, mais enfin... mais parfois, on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose. C'est bien qu'il y ait ceci, cela, il faut appeler les parents, tout ça, mais voilà.
Pourquoi c'est important effectivement que chacun prenne sa part et le partenariat, il commence entre le lycée et entre les lieux de scolarisation et puis les partenaires qui vont les prendre en charge après. Voilà. Raphaël, un petit mot? Ah, mon micro ne fonctionne pas, mais tout a été dit. Bon, ben voilà, je lis le texte. Donc, rendez-vous. Elle dit l'aspect prévention du décrochage est essentiel. Ah, mais ça, c'est clair. Parce qu'une fois que l'élève est décroché, on a du mal à le récupérer. Hein. Au collège, bien sûr. Voilà. Très bien. Je vais conclure pour laisser chacun vaquer et dîner. Merci aux participantes. Vous retrouverez d'ici la fin de semaine ces interventions, le diaporama et tout ce qu'il y a en condition du direct sur YouTube, sur la chaîne MLDS des Deux-Sèvres. Parce que si vous cherchez MLDS 79, c'est plus difficile, mais MLDS des Deux-Sèvres, qui cette semaine a passé les 1000 vues, donc on est plutôt content. Donc c'est plutôt pas mal. Non, le but étant toujours l'information et de la formation. Le prochain a lieu le 11 avril sur le CFA académique, qui est trop méconnu, même en interne de l'éducation nationale, mais aussi en externe, alors qu'il présente des solutions académiques très intéressantes, fait partie des solutions focales sur notre référentiel. Et donc, c'est Madame Christelle Michel qui nous présentera, la coordonnatrice académique, qui nous présentera donc le CFA académique et ses possibilités de solutions. Donc rendez-vous le 11 avril à la même heure. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.